mes amis, on retrouve Éric Denessé. Bonjour Éric. Bonjour Éric. On va essayer de réaliser cet enregistrement dans de bonnes conditions techniques. Mais la technique, c'est toujours un sujet très compliqué. Je voulais te retrouver puisqu'il y a une activité internationale très chargée, et notamment une activité américaine chargée, puisque Donald Trump s'agite beaucoup. Et je voulais avoir ton point de vue, ton interprétation sur les agissements de Donald Trump. Alors, il y a de nombreux sujets. Il y a le protectionnisme, il y a la réforme de l'État aux États-Unis avec une lutte contre ce qu'on appelle le deep state couramment. Il y a les projets de Donald Trump à Gaza. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Qu'est-ce que tu souhaites nous en dire de tout ça? Alors, pour commencer, moi, il y a un point qui me semble essentiel à préciser, c'est la vitesse et la manière dont Donald Trump agit. Il est vraiment sur un autre rythme et c'est quelque chose de délibéré, on s'en aperçoit jour après jour, et un rythme parce qu'il prend tout le monde de vitesse. Alors en premier lieu le Congrès, parce qu'il ne tient pas compte des nouvelles nominations, il a déjà son équipe en place qu'il paye lui-même sur les fonds de sa société déjà pendant la campagne, avant même son élection, et que tant qu'il y a des retards dans les votes du Congrès, dans les désignations, il commence déjà à travailler, ce qui explique la très grande quantité de décrets, de lois qu'il a lancés. Et c'est vrai que le Congrès étant un organisme particulièrement bureaucratique, finalement comme toutes les grandes assemblées du monde démocratique, eh bien, ils sont très très longs à bouger et Trump les prend de vitesse. Deuxième domaine sur lequel il les prend de vitesse, c'est l'action internationale, puisqu'on a vu que même sur le Venezuela, il ne travaillait pas avec des diplomates, il a envoyé un de ses amis, ex-chef d'entreprise de la tech, si ma mémoire est bonne, négocier avec Maduro pour la récupération des immigrés. Des migrants. Donc là, encore une fois, il s'affranchit des modes d'action traditionnels politiques. Et puis, le troisième élément qui est aussi important, c'est qu'il communique directement via les réseaux sociaux, mais pas du tout avec les médias. Et là, encore une fois, il prend de vitesse les grands médias américains. Donc, on est vraiment sur un dirigeant qui agit de manière… au début, on aurait pu penser que c'est quelque chose d'irrationnel, mais qui me semble d'être tout à fait réfléchi. Il impose son tempo, il impose de nouvelles façons d'agir, et ça prend tout le monde à contre-pied et tout le monde de vitesse. Et en moins de 15 jours depuis son élection, il a publié, je crois, on est maintenant pas loin d'une soixantaine de décisions majeures qui seront prises, dont certaines seront probablement remise en cause, mais je crois que c'est reculer pour mieux sauter. C'est comme dans sa façon de faire des pressions sur des sujets qu'on va évoquer les uns après les autres. Il n'hésite pas à mettre la pression d'abord. Il n'a aucun scrupule à revenir en arrière si il rencontre de la résistance, mais c'est aussi une manière finalement de reculer pour mieux sauter parce qu'il repartira, il l'a déjà montré, pour atteindre ses objectifs d'une autre manière. Dernier point, moi j'ai le sentiment, alors c'est un sentiment qui vient d'échanges et d'analyses que l'on partage avec d'autres experts, qu'il est vraiment rentré dans une course très rapide pour faire le maximum de son programme avant les midterms, parce qu'il a aujourd'hui l'alignement de planète avec un congrès qui lui est favorable, un effet de surprise et de sidération avec son action, et je crois que vraiment les 2 années qui vont venir vont être déterminantes. Voilà, après on peut voir ensemble maintenant les éléments point par point, mais pour la démarche globale, voilà ce qui me semblait important. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, puisqu'en fait, tu nous fais le portrait du premier président 3.0 de l'histoire. C'est ça. Mais ce qui est en même temps très frappant, c'est qu'il a des conflits d'intérêts avec notamment les réseaux sociaux. On sait la proximité qu'il y a entre Elon Musk et lui, et le rôle financier qu'Elon Musk a joué dans sa campagne. On voit bien qu'il ouvre la porte à la déréglementation des cryptoactifs, appelé les crypto-monnaies, dont lui-même est producteur. Donald Trump a créé sa propre monnaie. Donc, ce premier président 3.0 est aussi le champion, d'une certaine façon, du capitalisme de connivence. On a du mal à distinguer entre la politique américaine et les gens qui l'entourent. Oui, c'est vrai, mais c'est effectivement une contradiction majeure, mais il y en a d'autres, hein, c'est bien sûr pas la seule. Il faut aussi voir que dans la psychologie de Trump et avec les équipes qui l'entourent, parce qu'il est beaucoup mieux entouré qu'en 2016, ce qu'il fait a été pensé dans les mois et les années qui ont précédé son élection, donc ce ne sont pas des décisions prises à l'emporte-pièce, ça correspond à une vraie stratégie pour rétablir les États-Unis, mais
en dépit de ces contradictions que tu soulèves à juste titre, l'un de ses positionnements, c'est de se dire, d'après ce que l'on voit, c'est qu'il y a deux hommes aujourd'hui qui jouent un rôle majeur dans le monde, qui sont Xi Jinping et Poutine, et que on ne peut pas avoir dans une démocratie un système qui n'est pas capable d'avancer aussi vite que dans ces systèmes qu'il juge totalitaires, et donc il faut qu'il ait un système de fonctionnement dans la démocratie américaine qui puisse tenir le rythme et avoir la rapidité de décision des deux grands autres acteurs majeurs du monde aujourd'hui, que sont la Russie et la Chine. Donc ça explique aussi, et ça ne vient pas que de Trump, on sait que c'est une réflexion qui avait lieu aux États-Unis, et j'ai envie de dire, le président 3.0, ce rôle de la réaffirmation des rapports de force, de la pression, c'est quelque chose qui, à leurs yeux et aux yeux de Trump et de son entourage, donc, est beaucoup plus important que les contradictions qui ne manqueront pas d'être révélées dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, si on peut dire quelques mots quand même de toutes les rumeurs protectionnistes, puisque Trump avait annoncé que très vite, il mettrait en place des barrières tarifaires, puis finalement, il ne l'a pas fait tout de suite, puis il l'a fait à l'égard du Canada, du Mexique et de la Chine. Il a créé une crise financière, puis 3 jours plus tard, il a expliqué que finalement, non, on allait attendre un mois. Est-ce qu'il y a une cohérence dans cette vision protectionniste, puisqu'on a l'impression qu'au fond, il découvre que le protectionnisme, c'est pas la panacée et un outil facile à manier. Ça, c'est une vraie question. Effectivement, parce que sa rapidité d'exécution, on voit bien qu'il veut créer une forme de chaos, pas au sens d'écroulement du système, du fonctionnement de l'économie, mais par sa façon d'agir, par son effet de surprise, il y a vraiment cette logique-là. Alors maintenant, est-ce qu'il maîtrise tout? Non. Non, moi c'est bien évident, mais il lance aussi tellement de lignes à la mer qu'il sait très bien qu'il y en a certaines qui marcheront. Et c'est finalement cette maîtrise de l'initiative qu'il a aujourd'hui qui sont ses meilleures cartes et qui entraîne finalement le fait que tous les autres acteurs sur tous les sujets, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sont en permanence dans la réactivité et souvent ne savent pas trop quoi faire. Parce qu'on parlait des contradictions, elles sont nombreuses. C'est pour revenir sur cette histoire du protectionnisme et comment dire, et de l'importance de la réindustrialisation pour les États-Unis, de l'économie. Il y a un élément majeur que je vois assez peu signalé, c'est que les Américains n'auront pas la main-d'œuvre. Même s'ils réindustrialisent le pays, même s'ils rentrent dans une politique protectionniste qui fonctionne comme ils le souhaitent, même si ces taxes, ces nouvelles règles tarifaires tournent à l'avantage des États-Unis, il va être confronté d'une manière absolument irrémédiable à un problème de main-d'œuvre qualifiée. Et même non qualifiée. Donc il y a un paradoxe entre le fait qu'il renvoie énormément de migrants à l'extérieur et le fait qu'en réindustrialisant le pays, il aura à la fois besoin de main-d'œuvre peu qualifiée, on va dire, de type latino, mais aussi de main-d'œuvre de bon niveau de type ingénieur, dont on sait très bien que les Américains ne disposent pas. C'est un problème qui se pose également pour les Russes à l'heure actuelle, avec la remontée en puissance de l'industrie et de l'économie russe. Donc c'est un problème majeur et ça va être une des contradictions principales de l'économie, à mon sens. Est-ce que tu penses que, par ailleurs, puisque Trump a annoncé des mesures là aussi qui paraissent absolument extraordinaires, disons qu'il a clairement dit qu'il voulait remplacer l'impôt sur le revenu par des taxes protectionnistes, en disant on va faire plein de fric comme ça avec le protectionnisme, mais on voit, comme tu viens de le dire, la difficulté de mettre en place un protectionnisme dans un monde qui a beaucoup fonctionné sur les libres-échanges avec des économies très intégrées. Mais il a annoncé qu'il allait boycotter les institutions de l'Union européenne et on dit qu'il va signer un traité de libre-échange avec l'Italie, avec Giorgia Meloni, et qu'il lui-même a dit je vais revenir aux relations bilatérales et on va arrêter le multilatéralisme. Est-ce que tu penses que ça peut être un facteur qui va affaiblir l'Union européenne et mettre la Commission européenne en difficulté? Oui, alors si ça se fait, ce sera le cas. On doit reconnaître que Giorgia Meloni joue très bien depuis quelque temps, finalement depuis son accession au pouvoir, parce que quand on regarde la différence entre ses discours de campagne et ce qu'elle a fait dès qu'elle est devenue présidente enfin Premier ministre en Italie. Président du Conseil. Oui, président du Conseil,
C'est le titre exact. Alors, on sait qu'elle a passé un deal avec les Américains, avec les démocrates d'abord, en disant vous me laissez les mains libres à l'intérieur et moi je me range entièrement sur votre position à l'international, ce qui était d'ailleurs assez contradictoire, je le disais à un instant avec ce qu'elle disait, avec avant. Il faut rappeler qu'il y a, je crois, 117 installations militaires américaines sur le sol italien, hein, depuis la base navale de Naples, les bases aériennes, mais jusqu'au stock et dépôts d'essence et stock de munitions. Donc les Américains ne peuvent pas être véritablement autonomes, mais les Italiens jouent bien, et notamment, on s'aperçoit que depuis quelque temps, à la fois de manière opportuniste, mais même organisée, ils s'occupent à remplacer la France partout où ils le peuvent en Méditerranée. Alors, nous les aidons bien avec notre politique totalement irréfléchie et les problèmes que nous rencontrons actuellement avec les Algériens, mais les Italiens avancent de manière assez discrète, mais assez efficace, et on voit même que sur le plan militaire, ils sont en train de construire une marine qui risque bientôt de dépasser la marine française. Donc, j'ai envie de dire, si Trump s'est joué assez intelligemment sur les égoïsmes nationaux, ou les intérêts nationaux, dont l'Italie est un exemple, effectivement, ça peut entraîner un affaiblissement de l'Union européenne. Et je pense qu'il le fera sans aucune hésitation, parce que pour lui, il a réussi à vaincre les néoconservateurs démocrates aux États-Unis. Et finalement, le dernier îlot de néoconservatisme de type démocrate qui existe dans le monde, c'est l'Europe et tous ces dirigeants européistes qui ont été à la solde de Biden, de Blinken et de son entourage, qui ont, en particulier avec les Anglais, qui ont contribué avec l'État profond américain à essayer de déstabiliser, à l'empêcher de revenir au pouvoir. Donc là, je crois qu'il est vraiment dans une logique de règlement de compte qui est très très claire, qui est tout à fait transparente et qui pourrait l'amener finalement à provoquer une rupture au sein de l'Union européenne s'il n'y a pas de sursaut. Alors, on voit quand même que lundi et mardi se tient un sommet de l'intelligence artificielle à Paris, qui est un sommet mondial, paraît-il, qu'on a rebaptisé le Festival de Cannes de l'intelligence artificielle, c'est ambitieux. On voit que des pays comme la France, au fond, et tu vas nous dire ce que tu en penses, essayent quand même d'articuler une riposte à l'arrivée de Trump. Et il y a cette guerre qui s'engage pour la frontière technologique de l'intelligence artificielle, qui est la nouvelle frontière technologique, comme on dit en économie. Et on voit que les États-Unis et la Chine se partagent la part du gâteau. Est-ce que tu ne penses pas qu'au fond, la violence de Trump et le fait qu'il attaque l'Union européenne de front va quand même favoriser une espèce de recherche de riposte européenne en matière d'intelligence artificielle, qui sera le sujet industriel de demain? Oui, il y a un frémissement indéniablement, mais on a dit la même chose en 2016, hein, il faut s'en souvenir. La première arrivée de Trump, on s'est dit ça va déclencher une réaction en Europe. Alors, ce n'était pas sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, quand je vois les budgets de recherche et développement sur des sujets comme l'intelligence artificielle, en France en particulier, en Europe en général, honnêtement, j'ai un doute. J'ai bien peur que ce sommet soit un machin, parce qu'aujourd'hui, Trump est vraiment tellement polarisé sur la rivalité stratégique avec la Chine que l'Europe, d'ailleurs, n'est même pas un objectif pour lui. C'est c'est vraiment mettre le paquet pour reprendre le leadership face aux avancées considérables auxquelles ont procédé les Chinois. Et nous, on est un spectateur qui essaie de participer à la course, mais on se demande s'il est sur le bord de la route ou s'il est dans le peloton. Donc là, honnêtement, j'ai pas de réponse, mais je suis un peu dubitatif vu l'état de notre recherche, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas de remarquables ingénieurs sur ces sujets-là, mais est-ce qu'on aura les fonds pour permettre le développement de tout ce qui va être lié à l'IA générative, là, qui est vraiment, à mon avis, un des enjeux majeurs. Et on voit bien que d'une certaine manière, Donald Trump essaie de faire avec l'IA ce que Ronald Reagan avait fait avec l'IDS, l'initiative de défense stratégique, qui a permis finalement de déclencher une course aux armements dans laquelle l'Union soviétique des années 80 s'est fourvoyée, et ce qui a provoqué une décennie plus tard la chute de l'URSS. Dans la pratique, cette espèce d'effervescence trumpiste ou trumpienne, elle fait en même temps, elle crée des surprises. Alors, une des premières surprises, c'est que Trump avait annoncé que le jour de son arrivée, il arrêterait la guerre en Ukraine. Et puis finalement, non. Et comment tu interprètes la stratégie de Trump vis-à-vis de la Russie, et notamment dans le conflit ukrainien?
première chose, il l'a dit longtemps à l'avance, mais la situation de terrain a évolué entre-temps. Donc c'est vrai que c'est pas si simple que cela. Est-ce que c'était une rodomontade ou une volonté réelle et que depuis qu'il est arrivé aux affaires, il se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça? On a bien vu encore que quelques jours avant son intronisation, les démocrates avaient voté des budgets euh, pour continuer à transférer des armes en Ukraine et que les démocrates ont fait pression sur les Européens pour leur dire c'est à vous de prendre le relais puisque Trump va essayer de mettre le conflit en arrêt. Donc là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles, une fois de plus, il a envie de cibler les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Maintenant, c'est parce que aussi les Russes ne sont pas des partenaires qui ont envie de faire ce que Trump leur dit, même s'ils ont plutôt une bonne entente et l'expérience a prouvé que les deux chefs d'État s'entendaient. On voit bien que toute une série d'envoyés de Trump ou une femme comme Tulsi Gabbard qui devrait être nommée dans les jours ou dans les heures qui viennent, ont aussi des mots très très durs sur l'origine de ce conflit. Là, il y a un certain nombre d'éléments qui échappent et notamment, je crois qu'il faut regarder ce que les agences de renseignement, on va parler de l'USAID et de tous ces programmes cachés ont mis en place, qui fait qu'il faut d'abord les identifier avant de les arrêter. Et je crois qu'ils doivent faire attention au fait de dire on arrête tout et que dans leur dos, des choses continuent à se passer qui pourraient les décrédibiliser. C'est une des hypothèses que j'émets sur ce sujet. Mais on va parler de l'USAID, mais de ton point de vue, militairement, qu'est-ce que l'Ukraine peut encore attendre de ce conflit? Est-ce que chaque jour qui passe amène l'Ukraine au bord du gouffre? Oui, ben, alors, il y a ça d'une part, il y a encore des livraisons américaines qui ont lieu, il y a toujours quelques livraisons occidentales, mais militairement, le sort est jeté, mais il est jeté depuis longtemps. C'est une guerre qui dure, mais dont on connaît déjà l'issue. C'est ça qui est assez extraordinaire. Tant qu'elle ne monte pas dans une forme d'escalade nucléaire, d'engagement des pays de l'OTAN. Donc, pour l'instant, le temps, comme toujours, joue pour les Russes, ils jouent pour eux, mais on ne peut pas dire qu'ils en profitent énormément parce que leur vitesse d'avancée n'est pas extraordinaire, mais pour des tas de raisons qui semblent s'expliquer. Les négociations n'auront pas lieu avec Zelensky parce que Poutine ne le veut pas, parce que ce n'est pas le président légitime. D'ailleurs, les Américains l'équipe de Trump commence à le dire également, on ne négocie pas avec quelqu'un qui n'est pas le représentant légitime. C'est la raison pour laquelle ils veulent mettre en place des élections. Donc, il y a tout un processus derrière ça qui va, à mon avis, se structurer. Moi, je ne vois pas d'évolution avant le milieu de l'année 2025. Alors, tu as évoqué la question de l'USAID, l'agence d'aide au développement, c'est l'équivalent de l'agence d'aide au développement française, qui a brutalement fermé ses portes, avec, on le sait, Elon Musk qui est rentré dans le système informatique pour voir qui bénéficiait de quel paiement. Ça donne lieu à de nombreuses discussions, de nombreuses empoignades. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rôle ambigu de l'USAID? Est-ce que c'était un bras armé de la CIA? Oui, alors d'abord, l'USAID qui est censé, comme tu le disais, être l'équivalent de l'Agence française du développement, qui fait énormément de choses partout dans le monde sur à la fois l'action partie humanitaire, mais le développement, la reconstruction, on les a vus très très présents en Irak. Alors, on savait depuis longtemps qu'ils jouaient un rôle important, on va dire, en matière d'intelligence économique, puisqu'ils ils étaient l'ouverture de porte pour les entreprises américaines sur tous les marchés de la reconstruction. Ce que l'on savait depuis les printemps arabes, c'est aussi le rôle qu'ils jouaient dans ce qu'on a appelé les révolutions oranges ou les révolutions arabes. Mais les éléments qui sont sortis depuis maintenant quelques semaines sont de plus en plus marquants et montrent qu'il y avait une véritable détournement de fonds en interne. Pourquoi? Parce que on vote et on a attribué à l'USAID toute une série de budgets qui n'ont jamais été dépensés sur les objectifs qui étaient déterminés. Je prends l'exemple des routes en Afghanistan. Dès le début de l'intervention américaine en Afghanistan, 3 milliards de dollars ont été votés pour refaire les routes. Et les gens de l'USAID ont dit non, on ne peut pas parce que la sécurité n'est pas assurée. Et les 3 milliards de dollars sont partis ailleurs. Personne ne vérifie. Là, il y a une double
il y a une double ou responsabilité ou double complicité des opérateurs, mais aussi des parlementaires qui les dirigeaient. Et on a bien vu la réaction des démocrates lorsque Trump et Musk ont décidé qu'ils suspendaient l'USAID. Ils ont hurlé parce qu'il y avait à la fois le financement d'opérations clandestines, on sait que ça a beaucoup servi à la CIA, il y avait le financement de partis, probablement du Parti démocrate, je pense que les preuves sortiront rapidement. C'est finalement un peu comme une autre grande organisation qui s'appelle la NED, National Endowment for Democracy, qui avait un rôle similaire. Mais je crois qu'il faut vraiment insister sur cette espèce de gouffre financier que représente le SAID, dans lequel on va aussi bien trouver des programmes, ce qu'on appelle les Black Programs américains de la CIA, qui permettent de financer des opérations clandestines sans passer devant le Congrès, le fameux titre 50. On va aussi avoir des opérations de corruption, on va avoir des opérations de détournement de fonds, du financement de partis politiques. C'était un gouffre extraordinaire avec des sommes d'argent phénoménales. Et l'une des raisons pour lesquelles Trump aujourd'hui était vraiment en train de faire le ménage, c'est que son objectif, c'est de récupérer tout cet argent qui dort quelque part, parce qu'il y en a, et qu'il peut réinvestir où il veut sans passer devant le Congrès. C'est-à-dire que c'est aussi pour lui une masse d'argent importante qui existe au sein de l'USAID qu'il veut récupérer et qu'il peut utiliser à sa guise sans demander des fonds, l'autorisation d'utiliser les fonds à des parlementaires. Et moi, j'ai vu des chiffres, je ne sais pas s'ils sont exacts, mais on parle de près de 2 trillions. C'est énorme. Donc 2000 milliards. C'est ça, 2000 milliards de dollars. De dollars. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, et ce qui lui permet d'utiliser l'argent pour faire ce qu'il veut. C'est ça qui est phénoménal. Et alors, on est toujours partagé. D'un côté, on se dit il était quand même temps qu'un président reprenne les choses en main et fasse le ménage dans tout ce système-là. Mais de l'autre, ça lui donne un pouvoir discrétionnaire, bien sûr, qui ne cesse d'inquiéter. Alors, on a vu quand même dans cette affaire du USAID que Politico, par exemple, qui est un organe pour ceux qui vont découvrir Politico parmi nos auditeurs, Politico est une espèce d'agence de presse 2.0 qui a été créée aux États-Unis et qui fait fleurir, qui est installée en Europe, qui fait des contenus en français, notamment à destination public français. Politico a toujours été considéré comme l'une des voix de l'État profond américain, même si moi je trouve qu'ils font un travail professionnel et de qualité à de nombreux égards. Politico s'est senti obligé de répondre à la polémique de Politico était financé en sous-main par l'USAID. Qu'est-ce que ça t'inspire, et notamment sur le rôle de l'information et des réseaux en géopolitique aujourd'hui? Moi, je suis plus dur que toi sur Politico parce qu'ils sont vraiment quand même dans la mouvance démocrate néoconservateur, beaucoup plus anti-Trump, alors peut-être pas anti-républicain. Donc là aussi, je ne suis pas surpris que Trump s'en prenne à eux. Comme on le disait, alors je pense que les fils sont en train d'être déroulés, on va avoir plein d'éléments dans les semaines qui viennent, mais je pense que le SAID a servi à financer énormément de choses. Alors, et que Politico ait été dans le système, c'est logique. Parmi les révélations qui sortent, il y avait encore, pas plus tard qu'aujourd'hui, le responsable de la Fondation pour la liberté d'Internet, qui est un ancien de la NSA, qui expliquait comment l'USAID avait financé un programme pour censurer tous les médias indépendants sur Internet qui ne diffusaient pas des informations allant dans le sens de ce que voulait la Maison-Blanche avant l'arrivée de Trump. Donc, ça n'a rien à voir avec le développement international. Il y a derrière ça un maelstrom d'activités diverses et variées et des détournements de fonds qui ont permis, finalement, non pas tant d'enrichir les individus, il y a eu sûrement ça, mais surtout des détournements de fonds de programmes pour financer des choses inavouables, secrètes ou clandestines. Mais est-ce que tu penses que là-dessus, l'Union européenne qui annonce qu'elle va vouloir censurer X, on a vu que la Commission européenne créait une commission parlementaire destinée à faire un bouclier, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, une commission qui sera chargée de censurer Internet et les réseaux sociaux. Le Courrier des stratèges, on sait quelque chose, nous avons été régulièrement censurés par tous ces programmes, donc nous, ça nous va très bien qu'ils disparaissent. Est-ce que l'Union européenne va être capable de faire face notamment à cette espèce d'ouverture, on voit bien, du réseau social X, que moi je prends avec précaution, parce que je pense que Musk n'est pas aussi anarchiste qu'il ne le dit. Est-ce que l'Union européenne va être capable de reprendre le contrôle de ces réseaux sociaux américains pour y maintenir la censure qu'ils pratiquaient?
Non, je ne crois pas qu'il en soit capable. Là, très honnêtement, c'est pas un domaine dont je suis un grand spécialiste, mais je dirais l'attitude des Européens et l'attitude un petit peu arriérée sur le sujet. Et je dirais en plus, les réactions qu'ils ont eues vis-à-vis de Musk sont parfois caricaturales et font sourire. Alors, c'est vrai qu'on est, encore une fois, je le disais, on est toujours partagé parce que ce qui est très bien, c'est que Musk, en réouvrant euh, en enlevant ce qu'il appelait la censure, Qui était rétablit. une censure, nous on peut en témoigner. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Qui continue sur LinkedIn, par exemple. On en a encore retiré un post sur LinkedIn il y a 2 jours. Alors d'un côté, je trouve que c'est très bien parce que ça veut dire que on enlève une censure qui vient d'une partie de l'opinion politique, mais de l'autre, ça ne fait que rouvrir davantage les réseaux sociaux à toute la logorée qui peut y circuler. Voilà, c'est ça qui est terrible. Je ne vois pas comment l'Union européenne va réguler ça. Quand je m'intéresse au problème, je vois que certains experts disent qu'on pourrait très bien se retrouver avec 2, 3, 4 réseaux sociaux mondiaux qui soient fermés comme Internet et qui ne correspondent pas nécessairement entre eux, entre la Russie, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Ça me semble difficilement faisable, mais je crois que c'est le plus plausible parce que vouloir contrôler les réseaux sociaux tels qu'on les voit me semble pour l'instant tout à fait présomptueux. On verra. Mais évidemment, le gros morceau reste quand même dans l'opinion et surtout en Europe, la position de Trump sur Gaza. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Nous, on a longuement discuté mercredi avec Édouard Husson et Thierry Messant. Ça a été assez animé d'ailleurs. Quelle est ta perception, toi, de la ligne où on va chasser les Gazaouis et faire une Riviera en Israël? Là, très honnêtement, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à une sortie pareille parmi les idées qu'il avait sur le Moyen-Orient. Il était très orienté sur une forme de rétablissement de la paix, en tout cas son cercle faisait passer beaucoup d'informations en la matière, tout simplement d'abord parce qu'il considère que la guerre militaire n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les affaires et la guerre commerciale. Les guerres commerciales l'intéressent beaucoup. Et donc, voilà, ça, je m'attendais à des choses sur la reconstruction, sur la Syrie, sur la région. Et finalement, il a cette sortie. Alors, je me pose à chaque fois la question, est-ce que ça fait partie d'une stratégie ou est-ce que c'est juste quelque chose l'idée qu'il lui Improvisé. oui, voilà, avant sa réunion avec Netanyahou. Je continue à étudier ça. Je suis très, très réservé parce que ça déclenche quand même une hostilité à peu près générale dans le monde arabo-musulman, sans parler dans le monde européen. Et puis même, il y a une faisabilité qui est quasiment impossible. On ne peut pas envoyer 2,5 millions de personnes dans les pays voisins qui n'en veulent pas. Voilà, mis à part donner une nouvelle fois des signes de bonne volonté vis-à-vis d'Israël, de se remettre dans la peau de l'entrepreneur qui veut transformer cette zone dans laquelle, finalement, à part les activités touristiques, il n'y a pas grand-chose à faire, peut-être quelques gisements au large des côtes. Là, effectivement, je disais tout à l'heure, il prend tous les gens à contre-pied, mais là-dessus, j'ai été totalement surpris de sa sortie. Et encore une fois, c'est paradoxal parce que le fait qu'il ait réussi à imposer un cessez-le-feu, parce que c'est quand même son équipe qui a imposé un cessez-le-feu, c'est à la fois une forme de camouflet pour les Israéliens qui voulaient continuer la lutte contre le Hamas, qui n'est pas un succès, même s'ils ont réussi à éliminer la majeure partie des cadres du Hamas. Le mouvement n'a pas disparu, et en plus, il les amène à faire un cessez-le-feu. Et puis d'un autre côté, il leur tend cette perche extraordinaire en disant les Palestiniens peuvent partir et on va transformer Gaza en une riviera du Proche-Orient, finalement ce qu'était Beyrouth avant la guerre civile. Là, effectivement, c'est un grand écart qui est difficilement compréhensible. Moi, j'étais intrigué, je ne sais pas ce que tu en penses, par le rôle de Jared Kushner, qui est son beau-fils, Jared Kushner est l'héritier d'un empire immobilier colossal aux États-Unis, qui a été fondé par son grand-père qui revenait des camps, qui est arrivé de Pologne en 1949 aux États-Unis et qui a fait fortune dans l'immobilier, mais je pense qu'il avait déjà une fortune avant d'arriver aux États-Unis en réalité. Est-ce qu'on peut penser que la politique étrangère américaine, elle est aujourd'hui dictée par les intérêts personnels de la famille Trump, notamment les intérêts financiers?
Oui. Enfin, disons que ces éléments-là jouent un rôle important, mais ce n'est pas propre à Trump. Ça a toujours été le cas. On l'a vu avec la manière dont Hunter Biden a pu conduire ses affaires avec le soutien de son père, et on l'a vu, les exemples vont venir en tête, mais le fait que lorsqu'un nouveau président est élu, il s'entoure d'hommes issus très souvent de l'industrie, du monde bancaire, du monde des affaires, qui ont contribué à financer sa campagne, parce que tout simplement, à la différence de la France, on fait le vide dans l'administration quand on arrive. Il y a toujours une part importante des intérêts économiques. Quand on regarde les nominations de diplomates américains à chaque nouvelle prise de fonction d'un nouveau président, on voit un grand nombre d'hommes d'affaires qui n'ont pas d'expérience diplomatique. Alors, ça a eu lieu sous Biden, ça a eu lieu sous Reagan, ça a eu lieu sous Obama, qui sont nommés à l'étranger dans des postes où, de toute façon, comment dire, les logiques économiques et d'enrichissement sont très présentes. Mais le système américain fonctionne comme ça. Alors effectivement, quand on parle de Gaza et qu'on se souvient que Trump était dans l'immobilier, que la famille Kushner, César Kushner y est aussi, et également que les liens de Kushner, pour cause avec le monde israélien, sont très étroits, on se dit il y a là une stratégie. Mais honnêtement, il y a tellement d'éléments qui vont contre cette idée qui me paraît totalement loufoque que je n'y crois pas. Enfin, j'ai beaucoup de mal à y croire, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas se réaliser, parce que le propre des idées loufoques, c'est que parfois elles nous surprennent. On pourrait être très surpris. Très surpris. Je ne peux évidemment pas clôturer cet entretien, Eric, sans t'interroger sans te poser la question que tout le monde se pose, puisque lorsque Trump est arrivé au pouvoir, notamment chez les souverainistes, on va dire ça comme ça, il y a eu l'espèce d'appel d'air de Trump va nettoyer le deep state. Et Trump va, d'une façon ou d'une autre, reprendre le deep state en main et le mettre au pas. Et là, on voit qu'il y a des projets, notamment, il vire beaucoup de hauts fonctionnaires. Il a visiblement des projets pour la CIA. Tu penses qu'il va aller jusqu'où? Et est-ce que tu penses qu'il peut circonvenir le deep state traditionnel américain avec ses méthodes expéditives? Moi, je suis convaincu vraiment que c'est un des leitmotifs principaux de sa présidence, et je dirais non même pas dans les 2 ans qui viennent, mais dans les 6 mois qui viennent, c'est faire le ménage de tous ceux qui ont nui à son premier mandat et qui ont essayé d'empêcher sa seconde élection par tous les moyens. Ça, je dirais qu'il y a à la fois une volonté de vengeance personnelle qui est très forte, mais qui est aussi en partie fondée sur le fait que toutes ces administrations qui se sont retournées contre lui sont finalement sorties de leur rôle, parce qu'elles n'avaient pas à s'ingérer dans les questions politiques, elles sont là pour servir l'État autant que tel. Et dans les équipes qui l'ont rejoint pour sa deuxième campagne, c'est quelque chose qui est très important. En dehors de l'aspect vengeance personnelle qui ne concerne que Trump. Sur la CIA, il y a des choses en cours aujourd'hui encore, il se passe pas mal de choses, il faut suivre ce qui va se passer. On le voit bien sûr aussi sur l'FBI, mais on le voit, on l'a dit, sur les CID. Honnêtement, il fait vraiment flèche de tout bois. Maintenant, il risque de se passer quelque chose, c'est que sur ces agences de sécurité qui ont quand même un rôle important, il faut qu'ils veillent à ne pas affaiblir l'État et le fonctionnement. Alors, je ne sais pas comment ça va se faire. On voyait circuler cet après-midi ce message selon lequel, dans un souci de contrôler la réduction des effectifs et des dépenses au sein de la CIA, la Maison-Blanche a demandé à l'anglais de lui envoyer la liste des nouvelles recrues qui avaient été sélectionnées à la CIA, parce que 2024 a été une année dans laquelle l'agence a fait sa campagne de recrutement la plus importante. Et donc, ce qui est absolument paradoxal, il y a eu une erreur, c'est qu'une partie de cette liste a été transmise à la Maison-Blanche par des moyens non cryptés, et elle serait partie dans la nature. Donc, je ne sais pas si on imagine que des nouveaux entrants à la CIA, qui sont les futurs analystes et officiers traitants de demain, il y a un risque que les noms aient été révélés quelque part. Donc voilà, si ce genre de choses se produit, là, ça peut être catastrophique pour l'appareil de sécurité américain, et ça peut aussi entraîner des mouvements d'opposition très très forts, et là, à juste titre, contre la présidence, parce qu'elle déstructure. Donc, moi, je suis persuadé qu'il va faire du ménage, qu'il va réussir. Maintenant, ça n'a de sens que si il tient ses 4 ans.
que si Vance lui succède, parce que sinon, je suis absolument convaincu que d'une manière ou d'une autre, l'État profond se refermera de nouveau sur l'appareil américain dans 2 ans, 4 ans ou 6 ans. Parce qu'il y a tellement de grandes familles, tellement d'intérêts économiques, voilà, c'est quand même, il y a quand même une structure profonde qui est assez efficace, hein, qui finalement a fait la charpente, l'ossature et le succès des États-Unis. Qu'est-ce que tu appelles l'État profond américain? Pour moi, Ça l'État correspond à profond. quelle réalité? Oui, alors l'État profond pour moi n'est pas un gros mot. Ça n'a rien à voir avec le complot. Ce sont les structures profondes des nations qui leur permettent de fonctionner, quels que soient les mouvements politiques et les alternances politiques. En France, par exemple, pour moi, l'État profond, c'est la haute administration, l'administration en général, la haute administration en particulier, qui est un petit peu la structure profonde de la nation. Ça a été pendant longtemps en URSS, c'était le KGB. Le KGB qui était vraiment la structure profonde. En Grande-Bretagne, l'État profond, ce sont les grandes familles et les milieux bancaires. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir beaucoup de changements politiques, d'orientation, mais on a toujours cette structure profonde qui donne une orientation et qui représente finalement les intérêts majeurs de l'État. Et quand Balzac disait les régimes peuvent changer, la police restera toujours là, pour moi c'est ça, mais appliqué à l'État profond, c'est la structure profonde qui, d'une façon ou d'une autre, fera fonctionner l'État et lui donnera un certain nombre d'orientations qui ne correspondront pas à celles peut-être de l'élu politique. On le voit en France avec notre haute administration, parce que parfois, vu que contrairement aux États-Unis, on ne renvoie pas les grands directeurs d'administration centrale, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais parfois certains ont ce pouvoir de blocage. Hein. Quand un nouveau ministre arrive et qu'il veut changer les choses, l'administration peut s'opposer à lui avec des arguments parfois très fondés, parfois fallacieux. Et donc, pour moi, c'est ça l'État profond. C'est pas le complot, c'est pas voilà. Et aux États-Unis, c'est qui alors physiquement? Pour moi, aux États-Unis, ce sont à la fois les grandes familles et les groupes industriels. Et d'une certaine manière, ils ont rayonné dans les services de renseignement, mais pour une raison simple qu'on connaît souvent assez mal, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'OSS a été créé, l'ancêtre de la CIA, donc l'Office of Strategic Services, finalement tous les fils de grandes familles qui ont été mis dans les services de renseignement, à la fois parce que leur famille disposait de réseaux qui les prédisposaient à pouvoir faire du renseignement, mais surtout parce qu'ils voulaient éviter que leur fils se retrouve en uniforme vert à combattre dans une unité de Marines, d'infanterie sur le front du Pacifique ou sur le front occidental. Donc il y a eu très très tôt aux États-Unis ce lien assez profond entre les services de renseignement, et à partir de 1947, quand la CIA a été créée, on a vu le transfert de ces hommes-là, donc une mixité entre ces milieux d'avocats, du monde bancaire, du monde industriel, mais on l'observe aussi d'une certaine manière en Grande-Bretagne, où effectivement on voit le lien très fort entre le MI6 et les sociétés pétrolières, notamment exportatrices, et puis le MI5 et les gens de la City. Voilà, ça fait partie des liens, des nombreux petits fils comme dans la fibre optique, qui correspondent au squelette et à la structure profonde des intérêts d'une nation. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas évoluer, mais je trouve qu'en France, notamment, notre État profond, ce qu'on pourrait appeler notre État profond, est en train lui-même d'évoluer beaucoup, et je ne suis pas sûr que la haute administration et l'administration générale jouent ce même rôle qu'il y a une vingtaine d'années. Non, on est débordé par des intérêts économiques. Enfin, il y a un hypercapital qui s'est constitué, voilà, aux États-Unis comme en France. Xavier Niel, personne ne le connaissait il y a 20 ans, et ces gens-là jouent un rôle extrêmement important, évidemment. Merci Eric. Ce que je te propose, c'est qu'on se revoit prochainement pour suivre essayer de courir après l'actualité de Trump, parce qu'en fait, il va très vite. Nous sommes aussi en réaction. Bon, merci à toi et bon week-end. Bonsoir.